Il est 18h à Paris, 16h en temps universel. Et tout de suite, le journal en français facile. Bonsoir Adrien. Bonsoir Marjorie, bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus. Nous sommes le mercredi 31 juillet et à la une de cette édition, la mort d'Ismaël Haniyeh, le chef politique du Hamas, a été tué la nuit dernière en Iran. Nous parlerons aussi de cette décision de justice en Guinée qui vient de tomber. L'ex-président Dadis Camara, déclaré coupable de crimes contre l'humanité pour le massacre d'opposants politiques, c'était dans un stade de Conakry en 2009. Nous évoquerons par ailleurs cette catastrophe naturelle en Inde. Au moins 160 morts, des victimes emportées par des glissements de terrain dus à d'importantes pluies. L'Algérie qui est très remontée contre la France après un soutien apporté au Maroc. Et puis les Jeux Olympiques, natation en attendant les finales brasses et papillons de ce soir. Nous parlerons aussi dans les prochaines minutes de judo, de basket ou encore de ping-pong. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus. Le journal en français facile. Il était dans le viseur d'Israël depuis de nombreuses années. C'est en pleine guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza que le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, a été tué la nuit dernière en Iran. Il était à Téhéran, la capitale, lorsqu'une frappe a ciblé l'habitation dans laquelle il était. Sa mort pourrait avoir de lourdes conséquences dans la région. Alors juste avant d'écouter l'analyse de notre invité de la mi-journée, qui était Ismaël Haniyeh? Retour sur son parcours politique avec vous, Sophie Pouzrat. Il est né en 1963 dans le camp palestinien de Chati, dans la bande de Gaza. Très vite, Ismaël Haniyeh va devenir un militant politique après avoir étudié la littérature arabe à l'université islamique de Gaza. Et dès la création du Hamas, en 1987, il rejoint ce nouveau mouvement islamiste et nationaliste. Arrêté et emprisonné en 1989, Ismaël Haniyeh est ensuite expulsé au Liban en 1992. De retour dans la bande de Gaza, un an plus tard, il est nommé secrétaire du chef spirituel du Hamas, Ahmed Yassine, assassiné en 2004 par l'armée israélienne. C'est à ce moment-là qu'il devient une personnalité incontournable. Sous son influence, le Hamas change de cap et s'intègre à la vie politique. Résultat, le mouvement remporte les élections législatives de 2006. Ismaël Haniyeh est nommé Premier ministre de l'autorité palestinienne, un poste qu'il va occuper jusqu'en 2014. Dirigeant de l'ombre de la bande de Gaza jusqu'en 2017, il devient 2 ans plus tard le chef du bureau politique du Hamas. Exilé volontairement au Qatar depuis 2019, Ismaël Haniyeh a vu de nombreux membres de sa famille tués lors des opérations menées par l'armée israélienne depuis le 7 octobre 2023. C'est donc une figure emblématique du Hamas qui a été tuée ce mercredi. Et son enterrement, ses obsèques auront lieu vendredi au Qatar à Doha, ville où il avait élu domicile, vous le disiez Sophie Pouzrat. Alors depuis l'annonce de sa mort, les réactions sont nombreuses. La Chine, Pékin, qui soutient depuis des décennies la cause palestinienne, condamne cet assassinat. En territoire palestinien aujourd'hui, des appels à une grève générale ont été lancés. Quant au nouveau président iranien, la République islamique d'Iran défendra son intégrité territoriale, son honneur, sa fierté, sa dignité, indique Massoud Pezeshkian. Pour notre invité, Agnès Levallois, professeure à l'Institut de recherche et d'études Méditerranée, Moyen-Orient, il est difficile pour Téhéran de ne pas répondre après cette attaque. On voit mal comment l'Iran ne pourrait pas répondre, puisque là, ça met en cause aussi et ça démontre la vulnérabilité de l'Iran, puisque l'Iran n'a pas été capable d'arrêter cette opération. Et donc ça, en termes de crédibilité pour la République islamique, c'est vraiment un coup très dur. Et donc à partir de là, l'Iran devra répondre. Et est-ce qu'il fera, comme il l'avait fait précédemment, une réponse mesurée, graduelle, pour éviter justement de participer à cette recrudescence de la tension dans la région auquel certains observateurs s'attendent. Des propos recueillis à la mi-journée par Stéphane Genest. Enfin, parmi les réactions internationales, l'Union européenne a appelé aujourd'hui toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue et à éviter toute nouvelle escalade après la mort hier du chef du Hamas. Le journal en français facile.
Il est 16h05 à Conakry, en Guinée. Le verdict du massacre du 28 septembre est en train de tomber. C'est l'épilogue, la fin d'un procès qui aura duré près de 2 ans. Un procès, pour rappel, pour juger les responsables de la tuerie perpétrée en 2009 à Conakry. À l'époque, des militaires avaient réprimé durement un rassemblement de l'opposition, tuant près de 150 personnes et violant une centaine de femmes. 12 accusés à la barre, dont l'ancien chef de la junte de l'époque, Dadis Camara. Théa Olivier, bonjour. Bonjour. Que sait-on à l'heure actuelle de ce verdict ? Alors déjà, l'audience a duré plus de 3 heures. Le président du tribunal est revenu sur les faits, sur les déclarations des différents accusés ainsi que des parties civiles. Et là, on vient de l'apprendre, l'ancien président Moussa Dadis Camara a été condamné à 20 ans de prison, tout comme Marcel Guilavogui ou Moussa Tieboro Camara. Son ancien aide de camp, l'Abdoulaye Diakité, alias Toumba, qui était sur le lieu du massacre, a lui écopé de 10 ans. Claude Pivy, lui, est le seul à avoir été condamné à la perpétuité. Il s'était évadé, il n'a toujours pas été retrouvé. Un mandat d'arrêt a donc été lancé contre lui. Le président du tribunal a aussi requalifié les faits de crimes contre l'humanité, comme l'avait demandé le procureur lors de sa réquisition. Les parties civiles et les accusés ont 2 semaines pour faire appel. Le parquet, lui, a 2 mois. Merci beaucoup Théa Olivier pour toutes ces précisions suite à ce verdict concernant ce massacre, et nous y reviendrons évidemment dans nos prochaines éditions. La suite de ce journal est cette brouille diplomatique entre l'Algérie et la France. Alger ne décolère pas depuis l'annonce d'un soutien de la France au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental. Le Sahara occidental est un territoire disputé par le Maroc et le Front Polisario soutenu par l'Algérie. Hier, Alger annonce le retrait avec effet immédiat de son ambassadeur en France, et aujourd'hui, le ministre algérien des Affaires étrangères déclare « Ce n'est pas un simple rappel d'ambassadeur, c'est une diminution plus générale de la représentation diplomatique de notre pays en France ». Quant à l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt, eh bien pour lui, c'est Alger qui a le plus à perdre dans ce nouveau refroidissement des relations franco-algériennes. Sur le plan économique, l'Algérie a fait le choix de la Chine et de la Turquie, et donc les entreprises françaises n'ont pas beaucoup d'intérêt en Algérie alors qu'elles en ont énormément au Maroc. Et enfin, si l'Algérie décidait, comme elle l'a fait avec l'Espagne, par exemple, de suspendre les vols, les liaisons aériennes vers la France, ça veut dire 300 liaisons aériennes hebdomadaires avec la France. Qui seraient pénalisés, ce sont les Algériens. Ceux qui sont en vacances cet été, si on dit maintenant il n'y a plus de vols sur la France, vous imaginez. Xavier Driancourt sur l'analyse de cette dispute diplomatique entre l'Algérie et la France. Juste avant de refermer ce journal, parlons des Jeux Olympiques de Paris, 5e journée. Judo, cette discipline est à l'honneur avec notamment le Français Maxime Gaël Gayap-Ambou. Il disputait il y a quelques secondes le combat pour la médaille de bronze dans la catégorie des moins de 90 kilos. Nous retrouvons Eric Mamrut. Bonjour. Bonjour Adrien. Face au Brésilien Macedo, et le combat est terminé. Et le Français est en bronze. Il s'est imposé à l'issue d'un combat très très équilibré jusqu'au bout. Ça s'est joué aux pénalités. Il y en avait 2 de chaque côté. Le Brésilien Macedo a tenté une attaque qui semblait presque payante, gagnante, mais Maxime Gaël Gayap-Ambou s'est retourné tel un chat. Et pour se retrouver sur le ventre, Macedo était au-dessus de lui. Il a tenté de l'étrangler avec la jambe, ce qui est interdit. Il a donc écopé d'une nouvelle pénalité. 3 pénalités en judo. Eh bien, c'est l'élimination et la victoire. Donc, pour ce gamin de 23 ans qui était outsider dans cette catégorie des moins de 90 kilos et qui monte sur le podium, c'est la 7e pour l'équipe de France. 5 en bronze, 2 en argent. C'est bien, c'est très bien, mais il n'y a toujours pas de médaille d'or. Et pour vous faire vivre ces Jeux Olympiques, restez bien à l'écoute de cette radio officielle, à savoir RFI.